Donc, bonsoir Monsieur Lecléache, bonsoir à tous, et merci de nous faire le plaisir d'être parmi nous ce soir. 18h, 58 minutes et 13 secondes. C'est le temps qui vous a permis d'établir, fin septembre, le nouveau record de la traversée de la Méditerranée en solitaire entre Marseille et Carthage, détenu jusque-là par Thomas Coville. Vous avez pulvérisé ce record de plus de 6 heures à votre deuxième tentative. Félicitations. Cette passion du grand large, vous l'avez depuis votre plus jeune âge. Et elle est inscrite dans vos gènes. Vous avez rapidement fait vos preuves, notamment à Saint-Paul-de-Léon, dans la baie de Morlaix, où vous êtes né en 1977 et qui a vu naître les meilleurs régatiers français. En effet, originaire du Finistère, vous commencez la compétition à l'âge de 9 ans en optimiste. Vous intégrez par la suite l'équipe du Finistère. Vous devenez skipper professionnel en 1999 après avoir remporté le Challenge Espoir Crédit Agricole. Skipper pour Foncia à partir de 2003, puis pour Britair à partir de 2007, vous êtes aujourd'hui, et ce depuis 2011, le navigateur et skipper de la team voile Banque Populaire sur monocoque. Dire que votre palmarès est impressionnant serait un euphémisme. Dès 2000, sur la solitaire du Figaro, vous accrochez la première place chez les Bisus et la deuxième place au classement général. En 2003, vous devenez champion de France de course au large en solitaire. Vous remportez également la solitaire du Figaro la même année en coiffant sur le fil Alain Gauthier pour 13 secondes. Vous remportez à nouveau cette course en 2010. Après avoir chaviré sur la Transat Jacques Vabre en 2005, vous rentrez sur le circuit IMOCA en 2006 avec votre nouveau partenaire Britair. Vous êtes champion du monde IMOCA en 2008. De plus, vous terminez 2 fois deuxième du Vendée Globe lors de l'édition 2008 tout d'abord, puis lors de l'émission 2013, au terme d'un duel acharné de 78 jours avec François Gabard. Enfin, notons qu'après avoir terminé deuxième à la Route du Rhum en 2010, vous classez troisième de la Transat Jacques Vabre en 2011 sur monocoque 60 Banque Populaire en duo avec Christopher Pratt. Vous faites aujourd'hui partie des meilleurs skippers de votre génération. Vous laissez souvent votre concurrence admirative de par votre ténacité, votre caractère affirmé et votre générosité. Votre pugnacité vous vaut d'ailleurs le surnom de chacal dans le milieu depuis 2010, suite aux nombreux succès que vous avez connus cette année-là. Mais vous ne comptez pas vous arrêter en si bon chemin. Revenu au multicoque depuis 2013, vous vous lancez dans une série de records en solitaire sur le maxi trimaran solo Banque Populaire 7. Vous allez d'ailleurs bientôt vous engager sur la route de la découverte en janvier 2014, avant de vous attaquer à d'autres records, notamment celui de la traversée de l'Atlantique entre New York et Brest, l'année prochaine, et avec pour objectif ultime la route du Rhum 2014. Enfin, vous avez annoncé votre participation au Vendée Globe 2016. Nous vous souhaitons bonne chance. Ce soir, nous espérons prendre le large avec vous, Monsieur Lecléache. Bonne conférence à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus en nombre pour assister à une nouvelle conférence Iségoria qui accueille ce soir donc un sportif prestigieux et fascinant puisque vous comptez, cher Armel Lecléache, parmi les navigateurs français les plus connus et reconnus. Tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Un merci chaleureux aussi à destination des banques populaires et en particulier à Fabienne Bainvel qui ont relayé, soutenu et co-organisé l'initiative des étudiants de l'association Iségoria. Enfin, permettez-moi une pensée amicale à mon collègue Didier, grand amateur de voile et intermédiaire, go-between, essentiel à l'événement d'aujourd'hui. Armel Lecléache, comme le disait Marjorie, vous êtes une des étoiles montantes de la voile internationale, puisqu'à 36 ans à peine, votre palmarès est très impressionnant. Et comme l'indiquait également Marjorie, il y a quelques semaines, vous pulvérisiez le record de la traversée de la Méditerranée. C'est si impressionnant qu'on se demande si la coque a touché l'eau. Si les performances de François Gabard, vainqueur du Vendée Globe, et la vôtre ont soulevé beaucoup d'enthousiasme, c'est aussi un hommage post-mortem à un écrivain né à Nantes, navigateur à 16 heures, perdu, qui ne se doutait pas, lorsqu'il publia en 1873 son fameux Tour du monde en 80 jours, que sa prédiction pourrait aussi devenir réalité sur les voies maritimes. C'est en effet la première fois que le Vendée Globe se parcourt en moins de 80 jours. Première fois cette année, puisque c'était 84 jours pour l'édition précédente de 2008-2009. Ce constat nous invite à prolonger le regard rétrospectif pour apprécier l'amélioration des performances humaines permises pour partie par le progrès technique. En effet, et pardonnez ce rapide détour historique, au XVIe siècle, un tournant s'opère,
la pensée rationaliste rompt avec l'héritage de la scolastique médiévale pour proposer une compréhension rationnelle des phénomènes naturels, au-delà de la seule interprétation divine. Au XVIIe siècle, Descartes et Pascal, tout autant philosophes que scientifiques, militent et agissent en ce sens, et nul doute que leur pensée fut le terreau des révolutions scientifiques et techniques qui suivirent. Mais cette croyance en une puissance sans fin de l'esprit humain, Descartes n'a-t-il pas écrit dans son discours de la méthode que l'homme doit devenir maître et possesseur de la nature? Cette croyance, disais-je, n'est pas sans danger pour la nature et in fine pour ses résidents, population terrestre dans son ensemble. Une boîte de Pandore a été ouverte. Les problématiques d'écologie, de développement durable sont depuis 20 ans largement discutées, certes, mais peu appliquées. Quid des accords de Kyoto, dans le pays le plus émetteur de gaz à effet de serre, les États-Unis? Que dire des passions que déchaîne aujourd'hui en France la mise en place d'une écotaxe, pourtant apolitique puisqu'issue du Grenelle de l'environnement, et qui fait consensus, au moins dans son principe, à l'échelle internationale. Dans ce portrait caricatural, certes, mais nuancé, des progrès scientifiques et techniques, la voile de compétition apparaît comme une respiration. En effet, performance technique et humaine s'effectue cette fois dans le respect de la nature, et même avec sa complicité. Il faut dessiner le bateau pour optimiser puissance, stabilité et écoulement des fluides, anticiper les vents favorables, adapter direction et voilure en permanence. Le navigateur et ses équipes ne dominent plus les éléments, mais les apprivoisent, jusqu'à un certain point. Et les risques que comportent de telles compétitions sont aussi, chers invités, une partie du charme pour les spectateurs. Sans parler des drames dont nous avons le triste souvenir, il faut aussi noter que les abandons sont fréquents, 8 au total sur 20 participants lors de la dernière édition. Les spectateurs sont tour à tour subjugués par la vitesse, les éléments, et un souffle inénarrable de liberté, puis paralysés d'angoisse à l'idée de prendre votre place dans les creux et les rafales des 40e rugissants ou du Cap Horn. L'effet catharsis joue à plein. Pour beaucoup, dont je suis, l'humain l'emporte sur le technologique, tant il semble inimaginable de s'embarquer pour une telle aventure en solitaire. Comment piloter une Formule 1 de la mer? Comment s'alimenter? Comment dormir? Comment vivre avec soi-même en autarcie pendant près de 4 mois? Une de mes parentes avait cette phrase à destination d'un enfant lui déclarant s'ennuyer. « Si tu t'ennuies, c'est que tu es une bien piètre compagnie pour toi-même. » Sa recommandation en l'espèce atteint ses limites, tant une bonne densité de vie intérieure est préalable à un départ pour le vent des globes. Mais le travail solitaire masque une réalité bien différente, celle du travail en équipe qu'une telle entreprise impose. 2 années de préparation réunissant de nombreuses compétences, à commencer par un bon sponsor, et je salue ici un engagement envers la voile de plus de 20 années, des banques populaires et dont les écoles françaises de voile bénéficient largement, mais aussi des compétences spécialisées, architectes, physiciens, météorologues, entraîneurs, médecins, etc. Derrière la performance individuelle se dessine une performance collective, de savoir-faire, de coordination, de stratégie et d'abnégation. Navigateurs et sponsors occupent une scène médiatique dont ne bénéficient pas, ou sensiblement moins, les autres membres de l'équipe, ce qui renforce la beauté de leur engagement. Bref, un vrai sport collectif. Mais assez parlé, et avant que vous ne preniez la parole, cher Armel Lecléache, place aux émotions avec la courte vidéo qui va suivre. Attention aux embruns, et que toute personne sujette au mal de mer se sente libre de quitter la salle sans délai. Bon visionnage. Non mais je suis totalement
admiratif. Il y a surtout quelque chose d'incroyable, j'ai l'impression qu'ils nous regardent en voulant imprimer cette image comme si elle pouvait leur servir dans des moments difficiles. C'est très impressionnant. Ce sont des compétiteurs, ce sont des champions, face à un exploit qui est peut-être le plus bel exploit du siècle. C'est la grande aventure avec un grand A. Je suis très impressionné et surtout très fier d'être parmi eux. Le mois de décembre dans les 40e. François qui est juste à côté de nous. On fait route vers le Cap Horn tous les deux. Pas de réussite depuis 36 heures là sur la météo. On va essayer de revenir avec un peu plus de chance dans les prochains jours. On lâche rien, les Sables d'Olonne, on y arrive, mais il y a encore du chemin, donc rien n'est fini. Merci encore à tous ceux qui m'ont encouragé, m'ont suivi depuis le début, et à très très vite au Sables d'Olonne. Ça y est, c'est bon voilà. Pour Banque Populaire. Le deuxième du Vendée Globe, la 7e édition. Vous pouvez l'applaudir encore. Merci.
Bonsoir à tous. Eh ben, très honoré d'être là ce soir avec vous. Je ne suis pas forcément très à l'aise dans ce genre de situation. Je suis plus à l'aise sur mon bateau, mais bon, on va essayer de vous raconter un peu mon expérience dans la course au large en solitaire, qui est ma spécialité. Et puis, bien sûr, le travail d'équipe, le management, qui est un petit peu le sujet de la conférence. Comment on arrive à réaliser ce genre de projet, d'objectifs avec une équipe, un sponsor, pour justement essayer d'arriver à être le mieux placé sur une course comme le Vendée Globe ou d'autres épreuves, comme vous l'avez bien tout à l'heure évoqué, l'année prochaine, notamment sur la route du Rhum. Donc on m'a dit qu'il fallait je m'assois, donc je vais commencer. Déjà vous m'avez présenté, donc je ne vais pas en rajouter. C'est vrai que moi je suis plutôt issu d'une filière scientifique. J'ai fait mes études notamment à Rennes, à l'INSA, donc c'est pas très loin d'ici. Je vais vous raconter un petit peu comment fonctionne mon quotidien avec le projet notamment du dernier Vendée Globe et le suivant. Je travaille avec une équipe qui s'appelle le Team Banque Populaire, qui est basée donc à Lorient, qui est une équipe de 10 personnes. Donc c'est une petite entreprise, une petite PME, qui est une filiale de Banque Populaire. Et donc au sein de cette équipe, on a différents profils, notamment bien sûr dans le technique. 70% de l'équipe, ce sont des techniciens. Ça va bien sûr du bureau d'études de l'ingénieur aux techniciens composites, techniciens mécaniques. Et puis une partie pour gérer la gestion, la comptabilité, la direction, les relations avec le sponsor au quotidien. Donc donc on travaille ensemble toute l'année. Et notamment sur le dernier Vendée Globe, on a effectivement travaillé pendant 2 ans pour préparer cet objectif. Parce que sur le bateau, c'est moi qui suis tout seul pendant ces 78 jours et quelques heures. Mais pour y arriver, il faut travailler en équipe, tous ensemble. Et ça, c'est essentiel. Donc pour ça, on met en place des plannings. Je pense que c'est des choses que vous connaissez, des rétro-plannings, des objectifs à atteindre. Et à un moment, il y a des choix à faire avec certaines personnes pour pouvoir y arriver. Donc notamment sur le dernier Vendée Globe, on a travaillé sur pas mal d'éléments. Bien sûr, la technique, le bateau. Pour ça, il a fallu d'abord acheter un bateau, parce qu'on a commencé le projet donc au printemps 2011. Moi, j'ai été choisi par la Banque Populaire pour être leur nouveau skipper sur ce projet-là. Et ils avaient donc acheté un bateau. Donc moi, je suis arrivé au sein de l'équipe. Le bateau venait juste d'être acheté. Et ensuite, il a fallu donc prendre en main ce bateau, aller naviguer, bien sûr, un maximum avec une partie de l'équipe pour pouvoir justement le prendre en main, voir ses points forts et ses points faibles, et essayer de le fiabiliser en vue du Vendée Globe et d'essayer de faire évoluer, de l'optimiser pour être le plus performant possible. Donc pour ça, on a travaillé à la fois sur l'eau et à terre. Donc pour faire progresser le bateau, on essaie de voir sur l'eau son comportement, de naviguer aussi avec d'autres concurrents, ce qui est le cas notamment, ce qu'on fait aussi beaucoup à Port-la-Forêt au sein d'un centre d'entraînement de haut niveau, où on est plusieurs skippers, plusieurs bateaux, plusieurs équipes à s'entraîner sur des stages d'entraînement avec des entraîneurs, avec de la vidéo, des briefings pour essayer de progresser tous ensemble, parce que tout seul dans son coin, on aurait du mal à être performant. Je pense qu'on arriverait à un certain plafond assez vite, alors qu'en équipe, même si après on est concurrents les uns les autres, on arrive à aller un peu plus haut en marge de progression. Donc voilà, ça nous sert sur l'eau, donc bien sûr pour faire progresser le bateau. On a aussi à bord des techniciens qui ont chacun leur responsabilité et leur savoir-faire. Donc on va travailler à chaque sortie, avant chaque semaine. On définit donc avec le directeur de l'équipe technique les missions et les choix qu'on va faire dans la semaine en termes de sortie de mer, donc avec la météo bien sûr qui fait beaucoup, qui va nous faire influencer un peu sur les sorties. C'est vrai que s'il y a du mauvais temps, ce sera plus compliqué. Mais on essaie de travailler par exemple sur une journée sur la mécanique, une autre sur l'électronique, où on essaie de tout faire en même temps. Donc voilà, donc tout ça c'est des choses qu'on va planifier un petit peu à l'avance pour qu'en fur et à mesure on avance dans nos job lists, dans nos plannings, pour que le jour J, quand on a décidé d'amener le bateau notamment au Sable d'Olonne, donc 3 semaines avant le départ, c'est l'obligation avec la course, on soit fin prêt à partir.
Donc il y a tout un travail sur l'eau, un travail aussi à terre sur faire évoluer le bateau dans les chantiers, le faire vérifier. Donc à chaque fois, tout est démonté, évalué. S'il y a des problèmes, on se réunit avec certaines personnes pour voir quelles solutions on peut apporter aux problèmes. On fait des choix. Donc à chaque fois, bien sûr, moi je suis concerté, même si je ne suis pas forcément là tous les jours et tous les jours, bien sûr, dans la technique, parce que sinon je ne pourrais pas progresser dans ma responsabilité qui est vraiment le sportif. Mais c'est important pour moi d'être là quand même, de savoir ce qui est fait sur le bateau, comment on va travailler dessus. Donc il y a beaucoup de relations entre moi et l'équipe au quotidien, que ce soit par mail, par téléphone. Voilà, donc c'est de travailler comme ça. Après, moi à terre, j'essaie de travailler sur beaucoup de paramètres, sur la météo, bien sûr, sur le sommeil, sur l'alimentation, la communication, la mécanique, tout ce qu'on peut être amené à réparer à bord d'un bateau pendant la course. Donc ça, je vais y revenir sur ces éléments. Aussi le médical, parce qu'on est notre propre médecin à bord pendant 3 mois. Donc on a une formation médicale assez poussée pour justement être amené à pouvoir se soigner en mer. Voilà, donc pas mal d'éléments où il faut être au point, même si on n'est pas des spécialistes. Alors je dis on, là, les marins, les skippers, on n'est pas des spécialistes dans un domaine, mais on essaie de toucher un petit peu à tout. Donc pour ça, on essaie de travailler justement avec l'équipe, aussi des prestataires extérieurs qui vont nous aider sur certaines missions à nous donner des conseils, à en tout cas être plus pointu dans la préparation. Et puis avec tout ça, on essaie de planifier toute cette préparation au mieux, parce que c'est vrai qu'à un moment, on ne peut pas tout faire non plus. Il y a des choix à faire dans la préparation. Est-ce qu'il faut plus naviguer que passer du temps à améliorer le bateau à terre? Est-ce qu'on souhaite passer beaucoup de temps en salle de sport, ou est-ce qu'on préfère aller travailler plutôt la météo? Donc tout ça, c'est des choses qu'on va essayer de mettre en place, de faire des choix, donc avec l'expérience, en discutant avec l'équipe, aussi en relation avec le sponsor, parce que le sponsor aussi, c'est très important qu'il soit mis au courant de ce qu'on fait. Il peut aussi avoir son avis et il est important. Donc voilà, tout ça, ça fait que pendant 2 ans, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et il y a d'autres courses aussi, bien sûr, avant le Vendée Globe. On ne fait pas que le Vendée Globe, il y a d'autres transatlantiques. On a fait des courses aussi un peu plus proches ici en Bretagne, même si elles sont moins suivies et moins médiatiques. Donc tout ça fait qu'on a un programme bien chargé qui fait que le Vendée Globe, le départ arrive très vite. Donc voilà, donc ça c'est la préparation. Alors pour parler un peu plus en détail sur notamment les éléments qui passionnent souvent, c'est le sommeil, l'alimentation, le médical. Donc par exemple sur la formation médicale, on va travailler. J'ai travaillé avec l'hôpital de Quimper, donc le service des urgentistes, avec d'autres skippers qui nous ont fait une formation, donc qui est obligatoire pour tous les marins qui participent au Vendée Globe. Donc pendant 3 jours, on est amené à travailler donc sur la pharmacie qu'on a à bord, sur les différents problèmes qu'on peut avoir. Donc ça va être savoir se recoudre. Donc là, on travaille par exemple sur des pieds de cochon. Alors, je vous rassure, c'est pas sur des êtres humains, mais voilà, on apprend à se recoudre, on apprend à se faire une anesthésie locale, on apprend aussi à se poser une attelle, un plâtre. À aussi faire un bilan médical pour pouvoir justement être amené, si besoin, et ça c'est autorisé par le règlement, à appeler l'organisation et notamment le centre médical de Toulouse qui gère les problèmes en mer pour tous les marins, à leur faire justement un état des lieux de ce qui se passe, pour qu'est-ce qu'on a comme problème, pour qu'ils puissent rapidement nous conseiller sur comment on peut se soigner, comment on peut gérer. Donc voilà, donc ça c'est toujours intéressant. Puis en plus ça sert à la vie de tous les jours, parce que bon, c'est vrai que y a le côté sur l'eau, compétition, qui peut aussi servir aux concurrents, parce que si jamais on est un peu loin de tout, on peut être les premiers sur place à éventuellement venir soigner ou aider tel ou tel concurrent. Mais ça peut aussi nous servir dans la vie de tous les jours, parce que bon, ça on est tous sujets à être confrontés à ça. On a aussi la préparation sur l'alimentation. Donc pour ça, il a fallu travailler aussi pendant 2 ans avec donc une personne de l'équipe qui était en charge de préparer l'avitaillement. Donc ça c'est pareil, c'est une discussion régulièrement. On faisait un point quasiment tous les 15 jours sur ce qu'on voulait amener à bord. Donc il y avait des contraintes. Là pour le coup, on avait une histoire de poids. Parce que l'ennemi sur un bateau, c'est le poids. Plus le bateau est lourd et moins on est performant.
mais il fallait quand même amener assez à manger pour faire le tour du monde. Donc on avait choisi de partir pour 90 jours de nourriture. Et pour ça, on avait conditionné donc, nos repas sur des sachets journaliers. Et après, on a travaillé sur l'équilibre de tout ça. Parce que moi, j'avais une mauvaise expérience en 2008-2009 sur mon premier Vendée Globe où j'avais amené effectivement 90 jours de nourriture. Mais en quantité, ce n'était pas assez suffisant. Et j'avais un peu grignoté dans les mers du Sud où il fait un peu plus froid parce que j'avais un peu plus faim. Et je me suis retrouvé sur la fin de parcours parce que j'avais mis 89 jours à avoir plus rien à la manger à l'arrivée. Donc j'étais arrivé amaigri, j'avais perdu 8 kilos. Donc c'était pas très bien. Donc du coup on a travaillé beaucoup là-dessus pendant cette préparation. C'était un point important pour moi. Et on a travaillé donc avec un médecin nutritionniste donc sur les quantités calorifiques par jour en fonction du parcours. Parce que bien sûr, quand on est par exemple à l'équateur où il fait 30 degrés à l'extérieur et voire un peu plus à l'intérieur du bateau, parce qu'il n'y a pas de clim, il fait chaud dans nos bateaux en carbone, on mange un peu moins que dans les mers du Sud où il fait froid, donc on est autour de 3000-3500 calories par jour. Et puis on va tourner dans les mers du Sud autour de 5000-5500 calories par jour. Donc tout ça, on essaie de le mettre en œuvre dans nos sachets, dans nos sacs journaliers, pour que justement on ait ce qu'il faut à manger à tel jour de course en fonction de là où on se situe et que ce soit équilibré, justement qu'il n'y ait pas forcément que du chocolat ou que des pâtes ou que de la viande. Il faut que ce soit équilibré en fonction de ce qu'on peut amener à bord, parce qu'on n'a pas de frigo, on n'a pas de cuisine, on a juste un petit réchaud pour se faire chauffer de l'eau et donc c'est essentiellement des plats lyophilisés, des plats préparés sous vide. Donc voilà, mais ça s'est plutôt bien passé cette fois-ci parce qu'il me restait de la nourriture. On a fait un bilan médical avant de partir, un bilan aussi à l'arrivée, et qui a montré qu'il n'y avait pas de carence, donc on était plutôt contents. Donc voilà, donc ça c'était pour le côté alimentation. Donc c'est vraiment un travail voilà, où il faut justement être pendant 2 ans, on travaille, ça se fait pas au dernier moment, quoi. Ce que je veux dire, c'est que il faut travailler avec l'équipe, avec une personne qui est en charge de ça, avec des prestataires extérieurs qui vont nous conseiller. Et puis à un moment, il faudra faire des choix parce qu'il y a des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas, pour pouvoir justement être fin prêt à telle date pour que tout soit en place sur le bateau et pas faire les courses la semaine du départ où on a d'autres préoccupations. Voilà, donc après sur le sommeil, parce que je sais que c'est un sujet en général où on pose souvent la question, comment on fait pour gérer le sommeil sur les courses comme le Vendée Globe. Donc là c'est un peu pareil, on va travailler en amont, beaucoup sur l'expérience. Mais effectivement, grâce et notamment au centre d'entraînement de Port-la-Forêt, on a la chance d'avoir des prestataires extérieurs sur le sommeil qui viennent chaque année nous donner un petit peu des conseils, en tout cas comment ça fonctionne. Donc on va avoir un bilan un petit peu personnalisé grâce à notamment des enregistrements sur les cycles de sommeil sur une nuit normale. Donc on utilise un appareil qui sert pour ceux qui font des apnées du sommeil, donc ce qu'on appelle les grands ronfleurs. Et donc on met des capteurs sur la tête, là, des électrodes, pendant une nuit, et puis ça va nous permettre d'enregistrer notre sommeil, donc pendant une nuit, pour voir quel cycle de sommeil on a, parce que c'est propre à chacun, on a tous différents, en fonction de l'âge ça évolue aussi. On peut être des grands dormeurs, des petits dormeurs, du matin, du soir, enfin voilà, c'est propre à chacun et ça évolue aussi dans le temps, dans la vie. Et donc grâce à ça, on arrive à avoir plus de repères sur comment on peut récupérer à bord d'un bateau, comment on peut aussi le temps qu'on peut dormir. Et après, il faut mettre ça en pratique sur l'eau. Donc ça, on va dire, c'est avec l'expérience, il faut aller naviguer. Donc ça, souvent, on va naviguer une première fois sur des convoyages. Alors c'est pas des courses, mais c'est des entraînements. Et puis on va s'allonger à l'intérieur du bateau. On va mettre le réveil. Donc on a en fait une alarme avec un compte à rebours. Et puis pendant 20 minutes, 30 minutes, on va essayer d'aller dormir. Alors souvent la première fois, on ne dort pas. La deuxième fois, on ferme les yeux. Et puis au bout de 3, 4, 5 fois, on arrive à dormir 5 minutes. Et puis au fur et à mesure, comme ça, des entraînements, de l'expérience, on arrive à se connaître beaucoup mieux sur le sommeil, sur atteindre ses limites. Quand est-ce qu'on est fatigué, quand est-ce qu'on peut aller se reposer. Et maintenant, moi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien à bord d'un bateau. C'est-à-dire que moi, je peux aller dormir 20 minutes, mettre le compte à rebours avec l'alarme et je vais m'endormir en une vingtaine, trentaine de secondes et dormir 20 minutes. Bien sûr, l'alarme va me réveiller. Mais c'est quelque chose que j'arrive à bien faire en mer. À terre, je suis plutôt un grand dormeur, donc
c'est pas du tout la même chose. Je suis vraiment deux personnes différentes entre le bateau et la terre. Mais voilà, mais c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et après, sur un Vendée Globe, on peut pas se priver de sommeil, parce que c'est vrai que vous l'avez vu tout à l'heure, hein, ça dure pour les premiers 80 jours, pour ceux d'après, le dernier il a mis je crois un peu plus de 105 jours. Donc on est sur un marathon, donc il faut gérer son sommeil. Donc là, j'ai dormi à peu près entre 6 et 7 heures par jour pendant ces presque 80 jours de navigation, par tranche de 40-45 minutes. Donc c'est à peu près un cycle de sommeil. En fonction des conditions, bien sûr, on ne dort pas plus la nuit que le jour, hein, c'est pas comme à la maison. Là, c'est en fonction du bateau, de la performance. Donc, dès qu'on peut aller dormir, on va s'allonger parce que il faut se reposer, il faut essayer de dormir dès qu'on peut. Et puis aussi, on peut anticiper des moments difficiles qui arrivent. Ça peut être une tempête qui arrive, un passage comme le Cap Horn, où là, justement, il faut arriver en forme parce qu'on sait que peut-être pendant 24 heures, on va peu dormir. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut gérer, pas atteindre ses limites, ne pas se mettre dans le rouge pour pas justement faire de bêtises sur le matériel, sur la lucidité aussi pour les choix météo, etc. Donc voilà. Ensuite, sur la préparation de la météo aussi, on travaille bien sûr en amont avec l'équipe, sachant que pendant la course, on n'a pas de routage autorisé, on doit faire notre propre météo. En fait, chaque concurrent a le droit d'aller sur des serveurs chercher les informations météo qui sont les mêmes pour tout le monde. Et ensuite, chacun fait son analyse avec des logiciels qu'on a à bord et on fait notre propre choix de route. Donc ça, il faut le travailler avant, bien sûr, parce que y a des situations météo qu'on peut rencontrer qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir en Atlantique Nord, parce que c'est vrai qu'on ne va pas forcément tous les ans naviguer dans l'océan Indien et l'océan Pacifique, surtout dans les 40e et les 50e. Donc c'est des choses qu'on va travailler en faisant des simulations, donc en salle avec des météorologues, où là justement on va essayer de faire un maximum de scénarios possibles, de travailler ça en amont. Donc c'est un peu comme à l'école, hein. On est vraiment en classe avec un professeur et puis on fait des exercices et on met en place ce qu'on appelle un roadbook du tour du monde, où là justement on sait en fonction de là où on se situe les scénarios possibles qu'on peut rencontrer. Alors plus on le travaille, plus on est à l'aise, parce que plus vite on réagira en fonction de la météo qui peut évoluer très vite, et plus on saura aussi prendre la meilleure route. Donc voilà, donc ça c'est des choses qu'il faut travailler. On essaie aussi de donner aussi des éléments aux sponsors, à l'équipe, pour qu'eux aussi sachent pendant la course sur quelle situation météo on peut être, quel danger il peut y avoir justement par rapport à ça. Voilà, donc après sur la performance sur le bateau, on va travailler aussi avec un ou deux prestataires. Alors moi j'avais une personne qui pendant les stages de navigation venait avec nous à bord pour enregistrer toutes les données. Donc il passait beaucoup de temps à la table à cartes parce que de plus en plus maintenant on a des systèmes électroniques, informatiques, hein, tout est informatisé. Donc on peut enregistrer les données de performance quand on navigue sur tel ou tel type de voilure, tel ou tel type de réglage, pour que justement on ait au fur et à mesure une carte complète du bateau sur toutes les allures, tous les types de météo possibles, enfin type de vent, les forces de vent, les conditions de mer. Donc plus on navigue et plus les données seront complètes, et plus on connaîtra le bateau et plus on sera à l'aise pendant la course. Donc ça nous permet justement quand on s'entraîne d'avoir quelqu'un qui va enregistrer tout ça et qui va ensuite ressortir des tables, ce qu'on appelle des select ou des polaires. Donc c'est les meilleurs objectifs de vitesse en fonction de tel type de vent, de tel angle de vent, pour que justement on essaie d'avoir des objectifs quand on navigue. On sait par exemple quand on navigue au quotidien pendant le Vendée Globe, on a un cadran où il y a justement le pourcentage de vitesse sur lequel on navigue actuellement, donc ça peut être 90%, et on sait que la vitesse optimale c'est 100%, donc on sait qu'on peut encore gagner un peu en vitesse. Si on est presque à 100%, on est bien réglé. Si on est vraiment en dessous, on sait qu'il peut y avoir un problème quelque part, ça peut être quelque chose coincé dans la quille, quelque chose qui va pas, il y a un mauvais réglage, la mauvaise voile aussi parce qu'on est fatigué, on n'a pas forcément la lucidité. Donc tous ces paramètres vont faire qu'on a plus de repères à bord qui vont nous permettre d'être performants. Donc voilà, donc tout ça c'est beaucoup de temps de préparation. On travaille aussi sur la communication parce que pour voir des images
Comme vous avez vu pendant la course ou avant, il faut aussi faire beaucoup de vidéos, de photos, envoyer aussi répondre aux journalistes pendant la course. Donc tout ça, ça se travaille aussi en amont sur les scénarios possibles, qu'est-ce qu'on peut filmer, qu'est-ce qu'on peut raconter, comment on les envoie, comment ça fonctionne, etc. À quel moment aussi on peut être prêt et disponible pour l'équipe de communication, parce qu'il y a une équipe qui va suivre la course. Donc tout ça, on fait un rétro-planning pendant la course, justement. Pendant une semaine, on va dire, voilà, le lundi, si tu peux envoyer 2 photos, c'est bien. Le mercredi, c'est d'envoyer une vidéo. Le vendredi, ce sera le quotidien avec tel média qui nous suit toutes les semaines. Et ça, bien sûr, ça peut être optimisé ou aménagé en fonction des conditions météo. Si jamais c'est du mauvais temps ou qu'il y a des choses à faire, bien sûr, la priorité, c'est le bateau. Mais voilà, donc ça, c'est des choses qui sont prévues en amont pour qu'on soit le plus efficace possible. Voilà, donc on a la communication, on a aussi la gestion de crise à gérer, c'est-à-dire qu'il faut aussi anticiper avec l'équipe, la famille, le sponsor, tout ce qu'on peut avoir comme problème à bord d'un bateau. C'est-à-dire qu'on va prévoir en amont un système d'organigramme, on va dire, sur la gestion de crise. Donc, si par exemple, ça va aller du petit problème technique à bord du bateau qui fait que, j'ai un problème technique, je vais appeler donc le responsable à terre avec qui je suis en lien pendant la course. Je vais lui dire, j'ai un problème. Donc, il sait quelle personne il doit contacter, qui est au courant, comment on communique, est-ce qu'on communique. Et puis, au fur et à mesure, il y a plusieurs niveaux de crise. Ça va être un problème majeur technique. Ça peut être un problème aussi corporel, une blessure, grave, pas grave. Et puis, ça va aller, bien sûr, jusqu'au drame où pas de nouvelles du skipper, le skipper a disparu. Donc, comment on communique, qui prend la parole, qui est mis au courant, qui est dans la cellule de crise, pour que justement, on sait maintenant avec tous les systèmes de communication qui existent au jour d'aujourd'hui, vous êtes bien placé pour ça, les réseaux sociaux, Internet, où l'information se diffuse très 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 vite. Il faut justement avoir anticipé tout ça en amont pour que quand on a des problèmes, ce soit bien géré, que la famille soit au courant en premier, pour pas que dans l'école des enfants, dans la cour de classe, dans la cour de l'école, il y a des enfants qui apprennent avec des copains que papa est tombé à l'eau alors qu'ils ne sont même pas au courant, qu'il y a le bateau à démater, etc. Donc tout ça, c'est important. Donc ça, on le travaille en amont, on fait des scénarios de crise pour que justement, s'il y a un pépin, tout le monde sait ce qu'il a à faire dans l'équipe. Voilà. Ensuite, on va travailler, sur quoi on travaille encore, sur beaucoup de choses, mais alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, je parle beaucoup, mais n'hésitez pas. Oui. Comment je prends mes décisions pendant la course? Justement, je pense que le travail fait en amont m'aide beaucoup sur mes choix. C'est-à-dire que plus je connais mon bateau, donc plus j'ai travaillé avant, c'est-à-dire en entraînement, en préparation sportive avec l'équipe, plus j'ai travaillé aussi la météo, plus je serai plus à l'aise devant ma table à cartes en disant, à un moment, il faut prendre telle ou telle route, telle ou telle option, par rapport aux concurrents aussi. Après, bien sûr, il y a toujours une part d'intuition. Je pense que l'expérience, on a cette chance en voile, où la météo n'est pas une science exacte. On voit bien, on a tous les mêmes éléments, on a tous les mêmes formations, et pourtant on prend souvent des routes un peu différentes, même si sur le dernier Vendée Globe avec François Gabard, on a été souvent assez proches, mais on ne s'est pas appelé pour faire une route commune. On a plutôt essayé justement de ne pas donner d'informations, mais au final, on s'est retrouvé à faire quasiment les mêmes routes. Mais c'est vrai qu'à un moment, il y a des choix à faire. Des fois, il y a des prises de risques aussi à prendre, plus ou moins importantes. Donc je pense que souvent quand on est devant, on a tendance plutôt peut-être à gérer, justement à prendre moins de risques ou à attaquer encore. Ça, c'est en fonction de chacun. Je pense que c'est vraiment propre à chacun. Il y a des attaquants, des gens qui sont plutôt conservateurs. Je pense qu'à un moment, il faut aussi savoir prendre certains risques et qui sont, on va dire, plus on a travaillé, plus on a de l'expérience, plus on sera à l'aise dans la prise de risque. Voilà, je pense que c'est ça qui pour moi est important. Voilà, je suis assez cartésien, mais
Voilà, moi je fonctionne comme ça. Je sais qu'en tout cas, si jamais il y a trop d'aléas, quand j'empile un petit peu mes choix, mes éléments pour choisir, s'il y a trop d'aléas, je ne vais pas prendre le risque. Voilà. Ok, alors donc le temps des questions est lancé par Armel Lecléache directement. Voilà, donc si vous voulez poser des questions, il y a des micros qui vont circuler. Alors on va peut-être commencer par des questions ici. Donc Marjorie et Alexandre qui vont commencer, mais ensuite manifestez-vous et à ce moment-là le micro vous sera acheminé. Marjorie. Donc je vais commencer. Donc vous nous avez parlé de l'importance des nouvelles technologies. Et donc, je me demandais si les nouvelles technologies ne permettaient pas de décentraliser une partie de la gestion du bateau, en particulier à l'équipe restée à terre, et ainsi de diminuer la tâche du skipper en mer. En fait, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça nous permet d'être plus performants. C'est vrai, sur la préparation, on a la chance d'avoir maintenant des moyens de communication qui fonctionnent par rapport à il y a une vingtaine d'années. C'est vrai qu'on arrive à avoir de l'Internet à bord, même si c'est encore du débit très faible. Mais on arrive à avoir le téléphone satellite qui fonctionne, avoir des moyens de communication. De plus en plus, on utilise maintenant des tablettes numériques à bord aussi pour travailler quand on est à l'extérieur sur le pont avec des housses étanches, etc. Donc c'est vrai que on utilise, bien sûr, on essaie d'utiliser ces nouvelles technologies. Il faut se mettre à jour parce que les autres le font. Après, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de place quand même à la partie technique pure du bateau. Je dirais qu'en solitaire, les nouvelles technologies vont nous servir surtout sur les moyens de communication avec l'équipe. Après, sur la performance, c'est pas encore un gain énorme. Je pense que ça sert au jour d'aujourd'hui plus sur l'équipage, par exemple. Mais je pense qu'on est amené, notamment, on en parlait dans la présentation sur mes prochaines échéances, notamment sur les records l'année prochaine et la route du Rhum, où là, justement, le fait d'être autorisé d'avoir un routeur à terre, donc quelqu'un qui va me suivre sur la météo au quotidien, va me permettre justement d'avoir, pourquoi pas, on a déjà testé sur le record de Méditerranée, mais un téléphone quasiment, qui était sur mon bras, donc étanche, bien sûr, je vous rassure, avec quasiment en temps réel des informations où je pouvais communiquer avec lui sur la météo, sur les choix, etc. Donc moi j'étais quasiment à la barre du bateau, parce que c'était un engin un peu différent de ce que vous avez vu, hein. C'est un grand trimaran qui fait 32 mètres de long, donc c'est un peu plus grand. Et donc du coup on est quand même beaucoup à piloter, et c'est vrai que le fait d'avoir ces moyens-là, ça permet d'être un peu plus en sécurité et performant. Merci. Alexandre ? Alors j'aurais aimé que vous reveniez sur les relations qu'il peut y avoir entre le skipper et l'équipe à terre. Et si finalement la relation de management qu'il peut y avoir entre l'équipe technique et le skipper ne s'inverse pas en fonction de la préparation à terre ou de la période de course au final. Est-ce qu'au final, peut-être que le skipper est plus dans une position de manager à terre, tandis qu'il se laisse peut-être plus guider par l'équipe à terre lorsqu'il est en mer ? Ouais, complètement. C'est vrai que surtout la préparation avant course, moi j'ai une part importante, bien sûr, sur les choix avant de lancer par exemple le chantier, quand on sort le bateau de l'eau, qu'est-ce qu'on va faire sur les évolutions du bateau, qu'est-ce qu'on va vérifier. Donc ça, je travaille beaucoup avec le directeur technique du Team Banque Populaire, où on va mettre en place une job list justement sur quoi on va travailler, et après chacun avec sa fonction sait sur quoi il va travailler en fonction du planning et du temps de chantier. Donc c'est vrai que là-dessus, au fur et à mesure, il y a des réunions, il y a des états d'avancement qui me permettent à moi de savoir où on en est. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas, il y a peut-être des choix qu'il faudra faire différents. On se rend compte que finalement ça ou ça on ne peut pas le faire, ou ça finalement ça serait bien de le faire parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Et puis c'est vrai qu'en mer, la relation est différente, notamment sur le Vendée Globe où moi je suis tout seul à bord, bien sûr, et donc je ne suis pas forcément un grand mécanicien. Donc j'ai une formation, justement j'ai travaillé en amont avec l'équipe où ils m'ont tous un petit peu consacré du temps sur chaque domaine pour me dire voilà, tiens, si tu as telle ou telle panne, il faut faire ça comme ça avec le matériel qu'on a à bord pour pouvoir réparer. Ils ont aussi tous préparé des scénarios
et des pannes possibles, avec des listings pour pouvoir justement travailler et réparer telle ou telle pièce. Mais c'est vrai que quand il y a un problème, voilà, je vais d'abord appeler, je vais dire voir ce que c'est comme problème, mais je vais appeler donc le directeur, enfin la personne avec qui je suis en relation, et puis lui dire voilà, j'ai tel pépin sur telle pièce, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc lui, ensuite, effectivement, il va mettre en place avec son équipe les possibilités pour pouvoir réparer. Donc il y a un exemple, c'était par exemple pendant le Vendée Globe, j'ai cassé donc un support d'hydrogénérateur. Donc alors, je parle un peu technique, mais on avait pour pouvoir alimenter le bateau en électricité, donc en énergie, parce on parlait des ordinateurs et des moyens numériques, etc. qu'on a à bord, il faut un peu d'électricité. Donc bien sûr, on n'est pas branché au courant. Il faut gérer notre propre énergie. Donc pour ça, on a le moteur qui est autorisé, mais qui tourne sans être embrayé, l'arbre d'hélice. L'arbre d'hélice est plombé, donc le jury pose un scellé avant de partir. Donc on sait que si jamais le scellé casse, à l'arrivée, on sera disqualifié. Mais par contre, on a le droit d'utiliser le moteur débrayé, comme vous faites tourner votre moteur, par exemple, le matin pour le faire chauffer votre voiture, sans passer les vitesses. Donc ça va permettre de recharger les batteries. Et puis maintenant, on a de plus en plus des systèmes écologiques, développement durable, comme les éoliennes, les panneaux solaires. Mais bon, sur ces bateaux-là, c'est pas forcément très rentable. Donc on a un système qui fonctionne plutôt bien, même très bien depuis 2 ans. Ça s'appelle les hydrogénérateurs. Donc c'est le principe de l'éolienne, mais c'est dans l'eau. C'est-à-dire que c'est une hélice qu'on va mettre sous l'eau et à vitesse, ça va tourner et ça va permettre de recharger les batteries. Et donc ça, en fait, il y a des supports pour ça. Et donc j'en avais cassé un pendant le Vendée Globe. Et donc on n'avait pas prévu ça. On n'avait pas prévu un support de spare. On avait prévu beaucoup de choses en plus pour réparer, mais pas ça. Parce qu'à un moment, il faut faire un choix. On ne peut pas amener un bateau complètement en double en spare, parce que sinon, ça ferait beaucoup. Ce serait lourd et pénalisant. Et donc pour ça, il a fallu se dire qu'est-ce qu'on a à bord. Donc les gars ont réfléchi. On a découpé un plancher du bateau. Alors on n'a pas fait le fond de coque, mais un plancher qui servait juste pour protéger une pièce, mais c'était pas très grave. Ils ont fait un plan. Donc ils ont simulé à terre la réparation avec ce que j'avais à bord. Ils savaient exactement ce que j'avais à bord. Dans tel sac, il y avait de la colle, du papier à poncer, une perceuse, enfin bref. Donc avec tous les outils que j'avais à bord, ils m'ont fait un scénario pour réparer. Et ils m'ont envoyé avec des photos, étape par étape. Et du coup, moi, j'ai fait la réparation après pendant... j'ai mis un peu de temps, mais j'ai réussi à réparer. Donc voilà, donc après, je leur ai envoyé la photo. J'étais très fier. Bon. Et ça a tenu. Voilà, ça a tenu. Donc voilà, donc c'est des choses, effectivement, il y a une autre gestion. Voilà. C'est vrai qu'il y a le management de l'équipe qui se fait. Alors, moi, je ne suis pas le chef d'équipe. Je pense que c'est important dans ce fonctionnement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un chef, il y a plusieurs responsables en fonction de là où on est, de comment on se prépare. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui vont être prises par telle ou telle personne. Donc il y a un directeur technique, il y a un directeur du team, il y a le skipper. Et puis c'est vrai que là-dedans, on va discuter, échanger, et puis à un moment, chacun saura prendre les décisions. Moi, je suis vraiment en charge du sportif, de la préparation du bateau sur l'eau, enfin, du planning sur l'eau, des entraînements. Donc moi je dis, voilà, à telle date on doit être prêt à naviguer, on va faire tel planning d'entraînement, moi je veux tester ça, on va essayer telle pièce, et ça c'est moi qui va être en charge de ça. Après, quand le bateau sort de l'eau, effectivement on fait le lien avec le responsable technique, on va dire voilà ce qui n'a pas marché, voilà ce qu'on aimerait faire progresser, et ensuite lui va faire le lien avec l'équipe technique pure, pour que après, dans leurs différentes fonctions, réparent ou fiabilisent ou optimisent le bateau. Voilà. Merci. Des questions dans la salle? Ah, on a une question en haut à gauche. Voilà, le micro est juste à côté de vous. Bonjour monsieur. Je voudrais vous poser une question quant à vos projets futurs, et notamment sur une classe où il y a très peu de jauge. Je voudrais savoir comment vous pouvez vous étalonner par rapport à la concurrence. Alors, les projets à venir, en fait, on va faire 2 choses en parallèle l'année prochaine, et on a déjà commencé. C'est-à-dire qu'actuellement, je navigue, j'ai changé de bateau par rapport à ce que vous avez vu. Le monocoque du Vendée Globe 2012-2013 a été vendu. Il navigue sous d'autres couleurs depuis quasiment l'arrivée du Vendée Globe.
On a acheté, Banque Populaire a acheté donc un trimaran avec lequel je navigue depuis le mois d'avril, avec lequel je vais naviguer sur la route du Rhum l'année prochaine. C'était sur le bateau sur lequel j'étais aussi pendant le record de la Méditerranée. Donc pendant 1 an et demi, là, on navigue sur ce grand trimaran qui a gagné la dernière route du Rhum avec un autre skipper, enfin son ancien skipper qui était Franck Camas. Et donc l'objectif c'est de faire aussi bien donc l'année prochaine. Et donc d'ici là on a des records à tenter. On a donc battu le record de la Méditerranée. Et là on va attaquer début janvier la route de la découverte. Donc ça vous dit peut-être pas grand chose, mais la route de la découverte en fait c'est l'Atlantique dans le sens est-ouest en solitaire. Donc il y a un parcours qui est défini pour avoir un temps de référence, il faut un parcours. Donc c'est entre Cadix en Espagne et San Salvador, donc à côté des Bahamas. Donc le record est détenu par Francis Joyon en un peu plus de 8 jours. Et ensuite on attaquera donc l'Atlantique Nord, toujours en solitaire, donc entre New York et Brest, enfin le Cap Blizzard. Donc là le record, c'est toujours Francis Joyon qui le détient, qui est un peu le spécialiste des records en solitaire, en un peu plus de 5 jours. Donc là c'est des niveaux, on va dire, un peu plus difficiles à atteindre pour battre, parce que les records sont déjà très hauts, mais bon, on va s'y atteler. Et puis, l'année prochaine, le gros objectif, c'est la route du Rhum. Donc là, il n'y a pas de record, c'est une course. Donc l'objectif, c'est d'être devant les autres, peu importe le temps. Donc le départ, ce sera début novembre de Saint-Malo, donc arrivé à Pointe-à-Pitre. Donc c'est une course qui a lieu tous les 4 ans, hein. C'est un peu la deuxième grande course connue en France. Il y a le Vendée Globe et la route du Rhum. Et en parallèle, comme disait tout à l'heure dans l'introduction, on a décidé avec Banque Populaire de repartir sur le prochain Vendée Globe parce qu'on est un peu resté sur notre faim. Et du coup, on va construire un nouveau bateau, un nouveau monocoque, parce que le Vendée Globe, c'est une course avec tous, là pour le coup, que des monocoques de 18 mètres 28 de long, donc 60 pieds. Donc c'est un bateau qui va être mis en chantier en début de construction à partir de février-mars l'année prochaine. Donc en ce moment, enfin depuis un petit peu de temps, plusieurs mois, on travaille avec des architectes sur les études, effectivement, sur la jauge du bateau, pour pouvoir faire le meilleur bateau possible, qui sera mis à l'eau donc en début d'année 2015, pour 2 ans de préparation au Vendée Globe. Alors la jauge, effectivement, c'est une jauge, ce qu'on appelle une jauge open, donc c'est pas des bateaux identiques, hein, on n'est pas dans la monotypie, c'est des prototypes. Même si effectivement on doit respecter certaines limites. On a un peu comme en Formule 1, hein, on a tous, quand on regarde comme ça les voitures, on a l'impression que c'est toutes les mêmes, mais au final elles ont des moteurs différents, elles ont des châssis différents. Nous en bateau c'est un peu pareil sur les monocoques du Vendée Globe. Et voilà, donc on travaille là-dessus. C'est pas évident parce que même si la jauge reste open, on est quand même limité par pas mal de choses, pas mal de paramètres. Mais voilà, les études nous permettent en ce moment de travailler sur des évolutions possibles. Donc je ne vais pas vous donner bien sûr les éléments, mais ça fume pas mal dans les ordinateurs. Donc on a la chance d'avoir aussi l'expérience du dernier Vendée Globe, de travailler justement avec les architectes qui avaient construit les bateaux des 2 premières places. Et puis aussi, bien sûr, on travaille avec nous, enfin moi et l'équipe, sur ce que nous on a envie de faire progresser par rapport au bateau qu'on avait. On a fait justement un cahier des charges assez vite à l'arrivée du Vendée Globe sur ce qui était bien, ce qu'on aurait pu faire améliorer, parce qu'on a eu la chance justement d'avoir notre sponsor qui nous a dit rapidement OK pour repartir, et du coup de travailler avec cette expérience qui était tout juste fraîche, parce que c'est plus difficile maintenant justement de se souvenir de ce qu'on a fait il y a 7, 8 mois, 9 mois. Donc c'était important pour nous justement d'avoir eu cette réponse rapide et de pouvoir justement travailler dès à présent sur le prochain. Donc voilà, pas mal de travail en ce moment, et puis l'année prochaine. Donc, mais bon, c'est des beaux projets. Voilà. Alors en attendant une autre question, il y a un monsieur qui voudrait poser une question ici au centre. Moi je me demandais, il y a une différence, vous dites que c'est les mêmes architectes pour le bateau de François Gabard et le vôtre lors du dernier Vendée Globe. Est-ce qu'il y a des différences significatives? Parce que a priori, si ça sort du même atelier de conception, on peut imaginer que les bateaux sont très proches. Les bateaux sont très proches, effectivement. En plus, pour le coup, on avait fait... alors, en fait, l'histoire, c'est que mon bateau du Vendée Globe, c'était l'ancien bateau de Michel Desjoyaux, qu'il avait construit en 2010, avec lequel il a fait juste 2 courses. Et nous, donc avec Banque Populaire, il a été racheté. Donc, c'était pas au départ notre bateau, mais c'était un bateau conçu par quelqu'un quand même qui s'y connaît. Et
François, en fait, lui, a beaucoup navigué sur ce bateau avec Michel. Et en fait, quelque part, c'était la version 2 en fait, de ce bateau. Donc il y a des petites optimisations, mais au final, voilà, c'est quand même des bateaux très proches. Nous, on a travaillé aussi sur certaines évolutions depuis. On n'a pas attendu que le départ arrive. On a essayé d'optimiser le bateau pour le rendre plus performant. Mais c'est vrai qu'on avait quand même deux bateaux très proches. Après, la différence notable, c'était on n'a pas forcément embarqué les mêmes voiles. On avait droit à 10 voiles maximum à bord. Donc il y a eu, notamment sur une voile, un choix différent. Mais je pense que voilà, c'est pas ça qui a fait la différence. Ça s'est joué sur notamment des petits paramètres météorologiques sur la remontée de l'Atlantique. Voilà, donc c'est des petits détails qui ont fait qu'au final, bon, voilà, ça s'est joué comme ça, mais les bateaux étaient quand même très proches. Ouais. D'accord. Oui, je crois que vous faites référence à cette stratégie que vous avez eue à un moment donné. Vous étiez un petit peu en retard au large du Brésil et vous avez une stratégie en vous disant, enfin, je sais pas, hein, j'imagine, mais je suis un peu en retard, donc soyons un peu audacieux. Et finalement, le choix n'était pas peut-être le meilleur choix possible. Ouais, tout à l'heure, on parlait d'histoire de prise de risque. C'est vrai qu'il y a un moment, donc François avait un petit décalage. Moi, j'ai essayé d'utiliser justement un moment des prévisions météo qui, pour moi, paraissaient intéressantes. Et finalement, la météo sur place n'a pas du tout été comme prévu. Voilà, donc là, effectivement, ça s'est retourné un peu contre moi. Et là, il s'est échappé, effectivement. Donc voilà, la course, pour moi, s'est jouée là. Après, ça a été difficile. Il n'y a pas eu d'opportunité. Bon, François a bien navigué aussi. Il a bien contrôlé. C'était son jeu, il avait raison. Et voilà, donc au final, ça s'est joué sur des petites choses, parce qu'à l'arrivée, il n'y a que 3 heures d'écart. Bon, c'est pas grand-chose, mais voilà, on se rend compte de plus en plus que sur le sport de haut niveau, quand on voit les écarts, que ce soit en Formule 1, que ce soit sur des matchs de tennis ou d'autres sports, on se rend compte que des fois, entre le premier et le deuxième, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, là, c'était le cas. Donc la bagarre était sympa. Voilà. Merci. Monsieur. Oui, je voulais vous poser la question suivante. Vous avez beaucoup de technologies à bord, mais vous risquez, il se peut que vous risquiez d'être en panne d'énergie pendant un moment assez important, même peut-être des heures et peut-être des jours. Et dans ce cas, êtes-vous formé aux vieilles méthodes et avez-vous un sextant à bord pour pouvoir faire une observation astronomique, pour pouvoir retrouver votre route et éventuellement continuer à naviguer? Alors, j'ai pas de sextant à bord, je suis désolé. Je ne vais même pas m'en servir, hein, je vais avouer, je ne sais pas m'en servir, mais bon. Il y a l'étoile du berger quand même. Voilà, mais en fait, donc effectivement, on a de plus en plus bien sûr, des technologies et alors. Je pense que, c'est vrai que ça nous facilite le travail. Ça permet aussi d'augmenter les performances, parce que c'est sûr que quand on a un écran avec la cartographie, le bateau qui avance, on sait où on va et on sait où on est. Et en termes de sécurité aussi, c'est vraiment un élément important. On arrive au jour d'aujourd'hui à aller naviguer près des côtes. On arrive à naviguer aussi avec d'autres bateaux, des bateaux de commerce. Et on a les bateaux en direct et on sait si on va passer devant, à côté, et s'il y a un danger possible. Et aussi, par exemple, si on a un bateau qui a un problème important, qui doit apporter secours, on arrivera tout de suite à être rapidement en tout cas le trouver plus facilement. Après, c'est vrai que on a la possibilité que ça tombe en panne. Donc là, bien sûr, on a prévu des backups que ce soit sur l'informatique, l'énergie. Donc on a plusieurs étages. Donc en général, sur ces éléments-là, on est quasiment à 3 étages. Donc avant que tout tombe en panne, il faut vraiment déjà avoir un CAO un peu catastrophique, mais bon, pourquoi pas. Et donc là-dessus, effectivement, si vraiment il y a du temps où ça ne marche pas, on a de toute façon à bord un petit GPS portable à fil, qui va nous permettre. Donc je dirais que là, entre le moment où le premier ordinateur, par exemple, tombe en panne, ou la première batterie tombe en panne, et qu'on en arrive au GPS portable, on aura déjà commencé à réparer le premier. Donc, on n'a pas eu ce problème-là sur aucun bateau. Jour d'aujourd'hui, comme les systèmes aussi ont évolué, sont fiabilisés, parce que c'est vrai que on se rend compte que de plus en plus les marins les utilisent, et même le plaisancier de plus en plus, bien sûr, même quasiment. On a quand même les cartes marines à bord, c'est obligatoire.
une règle CRA. Donc voilà, le compas. Voilà, donc après, on sait quand même naviguer à l'estime, au GPS. Enfin, moi, j'ai appris comme ça. J'ai pas appris, même si je suis pas encore trop vieux, mais j'ai quand même appris à l'époque où il n'y avait pas encore l'ordinateur à bord. Donc voilà. Mais c'est vrai que il faut savoir naviguer quand même avec des cartes marines. Je pense que c'est important. Voilà. Effectivement. Merci. D'autres questions? Alors, on en a un peu partout. Oui, devant ou là, sur la droite. Et puis sur la droite, et puis ensuite on pourra passer devant peut-être. J'aimerais peut-être qu'on parle sur le côté solitaire de la course. Comment vous avez réussi à gérer votre morale à bord? Bah en fait, alors déjà pour la préparation, oui, j'ai parlé de ça effectivement tout à l'heure. On peut travailler la préparation mentale avant la course. Moi, je le fais pas, mais il y en a qui le font. Moi, j'ai essayé. Bon, c'est pas forcément quelque chose qui me plaisait, mais bon, on peut déjà travailler comme ça avec un préparateur mental. Moi, j'aime bien que tout ce qui se passe avant la préparation, mon équipe autour de moi, les gens qui sont autour de moi, qui m'entourent pendant les mois, les semaines de préparation, que ça c'est une équipe, quoi. Voilà, autour de moi, c'est un groupe. Quand on s'engage sur un projet comme celui-là, on ne part pas tout seul, comme je le disais. Donc pour moi, ça c'est essentiel. Si tout ça fonctionne bien déjà avant le départ, moi je vais partir à 200%. Après, pendant la course, moi je suis dans ma course déjà. On ne va pas forcer à partir. Donc c'est vrai que moi j'aime ça. Je pense qu'il faut aimer ça, il faut être passionné. C'est vrai que la solitude, bon, on est quand même loin de tout, sur un espace un peu réduit, dans des conditions un peu hostiles. Mais voilà, mais c'est vrai que le quotidien est quand même très chargé, on a beaucoup de choses à faire. Et quand on a du temps pour soi, on l'utilise pour se reposer. Maintenant, c'est vrai qu'il peut y avoir des coups de mou, un moment où il y a des problèmes techniques, des mauvais classements, des mauvaises options météo. Voilà, une météo aussi difficile, on est un peu stressé. Donc pour ça, on a aujourd'hui, on peut amener de la musique, des photos, on peut aussi appeler, on a le téléphone. Donc même si on est tout seul, on a quand même certains repères ou des liens qui peuvent de temps en temps nous remonter un peu le moral. Voilà, donc ça je pense que c'est important. Moi, un des éléments aussi qui était important et qui m'a servi avec l'expérience du premier Vendée Globe, c'est que parce que je suis père de famille, donc j'ai 2 enfants. Je savais qu'avant de partir, tout ça c'était bien organisé à la maison. C'est-à-dire que je savais que mes enfants, ma femme était à la maison, bien sûr, elle travaille, mais qu'en cas de problème, je savais qu'il y avait des gens qui étaient prêts à être là pour remplacer ou me remplacer, des contacts, etc., des gens qui pouvaient venir aider s'il y avait des problèmes. Et donc, quelque part, moi, je partais dans la tête en me disant, bon voilà, ça, même si je suis absent pendant 3 mois et que je les laisse un peu tout seuls, bon, au moins, je les abandonne pas, quoi. Voilà. Bon, après, il ne faut pas faire ça tous les hivers, parce que sinon, un jour, on va rentrer, il y aura les valises devant la maison, mais voilà, c'est important. Ça, c'est important pour le moral, à la fois à terre et en mer. C'est-à-dire que quand on va appeler aussi sa famille, on sent, voilà, on sent s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà. Donc je pense que après, c'est le mental, c'est propre à chacun. Il y en a qui aiment la solitude, d'autres moins. Bon, moi, je fais pas ça par goût d'être tout seul. Quand je suis à terre, j'aime bien être avec les gens et j'aime bien aussi naviguer en équipage. Mais la course en solitaire, c'est ce qui me passionne au jour d'aujourd'hui, parce que il faut savoir tout faire. Il faut, on touche un peu à tout. Et puis le Vendée Globe, pour moi, c'est une course mythique. Pour moi, c'est un Graal, quoi. C'est un peu mes Jeux Olympiques. Voilà, c'est comme je pense comme tout sportif qui a à son niveau un objectif. Moi, c'est celui-là, et comme la Route du Rhum l'année prochaine. Donc voilà. Donc ça donne envie d'y aller. Voilà. Après, c'est pas que facile, mais bon, voilà. Monsieur. Alors, bonsoir. Tout d'abord, merci de nous faire rêver quand vous êtes sur l'eau. Attendez. On a une question derrière et après on vous passera le micro. Merci de nous faire rêver quand vous êtes sur l'eau. Et justement, ça passe notamment par toutes les petites vidéos qu'on retrouve sur Internet. Et je voulais savoir justement quelles étaient les exigences du sponsor, mais aussi de l'organisation de la course quant à cette communication externe. Et je voulais savoir si c'était fastidieux pour vous ou à l'inverse quelque chose de réconfortant. Et je crois que ma voisine a aussi une petite question.
Oui, allez-y, posez-la dans la foulée, oui. Oui. Oui, ma question, c'était surtout par rapport aux autres skippers. Savoir si vous pouviez avoir également une communication entre vous, voire une entraide en cas de problème, et si oui, dans quelles conditions ça pouvait être effectué, si vous perdez, comment ça se passe au niveau du classement final ou des choses comme ça. D'accord. Voilà. Merci. Bon, alors je vais commencer par des vidéos. Effectivement, il n'y a pas d'obligation. Je veux dire que si on n'envoie pas de vidéo, on n'est pas pénalisé en temps de course. Maintenant, c'est quand même fortement recommandé par l'organisateur et aussi surtout par le sponsor. Donc on essaie de... En moyenne, il fallait à peu près envoyer 2 vidéos par semaine. Donc voilà, c'est pas non plus trop compliqué, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose d'évident. Moi, c'est pas forcément ma spécialité de prendre la caméra et de me filmer, de parler devant la caméra, de raconter. Bon, après, je dirais que la course fait qu'on arrive à avoir des histoires à dire, des choses à communiquer, en tout cas à montrer. C'est important, de toute façon, on sait que c'est important pour nous aussi, parce que ça nous permet quelque part d'avoir un historique. C'est-à-dire que maintenant, je sais que dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurai ces vidéos-là qui me permettront de revoir un peu ce que j'ai vécu. Parce que finalement, on oublie tout ça, quoi. Donc, ça me permet d'avoir quelque part des archives. C'est aussi important pour l'équipe, parce que le sponsor, s'il a des vidéos et que c'est médiatisé et qu'il y a des retombées, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour moi, pour l'équipe, pour le sponsor. Donc voilà. Donc finalement, c'est pareil, il faut le travailler en amont. C'est-à-dire que si on arrive, c'était un peu mon cas, mon premier Vendée Globe, je suis arrivé en disant bon, la vidéo, c'est pas le premier paramètre que je vais travailler parce que j'avais tellement de choses à faire avant que finalement je l'avais pas bien préparé. Et du coup, bon, sur l'eau, ça s'est pas bien. Enfin, j'étais pas très à l'aise. Alors que là, bon, voilà, j'étais plus à l'aise avec les outils, même si c'était pas ma spécialité, mais voilà, ça fonctionnait. Alors c'est vrai que ça prend du temps. Parce qu'il faut filmer, déjà, il faut prendre la caméra, donc il faut filmer pas n'importe comment. Donc ça, j'avais par exemple pendant 2 jours, on avait pris 2 journées avec un caméraman, enfin quelqu'un qui fait de la vidéo, me dire voilà, tel angle, on peut fixer les caméras, la caméra portable tu la mets comme ça, tu ne mets pas bien sûr en plein soleil, enfin des choses bêtes, mais finalement qui au final font que ça nous donne des repères. Et puis après, une fois qu'on a filmé quelque chose qui est sympa, avec le son, le bon son aussi, parce que si on se filme face au vent, on n'entend rien. Et donc on est content de nous, on a filmé, puis finalement, après, quand on va faire le montage, parce qu'après il faut faire le montage donc devant l'ordinateur. Donc là, on a un logiciel à bord qui nous permet de faire le montage, sachant qu'on va pouvoir envoyer 1 minute, 2 minutes, si vraiment c'est un truc super, 3 minutes de vidéo, parce que le temps de connexion, c'est pour 1 minute de vidéo envoyée, c'est à peu près 30-35 minutes de connexion. Parce que on n'a pas du haut débit, on est sur du... Alors c'est l'internet du début de l'histoire de l'internet, ça doit être du 200-250 kilos maximum. Donc ça va pas très vite, surtout pour envoyer des vidéos, parce que c'est un peu lourd. Donc on envoie des petites vidéos comme ça, voilà. Et bien sûr, il ne faut pas se louper, parce que si on envoie 1 minute de vidéo où c'est pas terrible, déjà, ça va prendre du temps pour nous, ça va coûter un peu d'argent parce que c'est par satellite, et puis en plus, ça ne va pas fonctionner. Mais bon, voilà, donc ça, on le fait. Et puis, pareil pour les photos, les vacations. Alors, pour le compte, les vacations sont obligatoires. On a tous les 2 jours, je crois, on avait obligation de répondre. Bon, après, on peut être sur autre chose, donc on ne peut pas forcément répondre au moment où ils appellent, mais voilà, si on explique qu'on n'était pas là et qu'ils nous rappellent 1 heure après, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. C'est bon, voilà, parce que j'ai un peu oublié. Et après, sur les moyens de communication avec les autres concurrents, on communique, alors ça dépend aussi des affinités, on peut communiquer par téléphone, par mail. On a bien sûr tous les numéros de téléphone et les mails des autres concurrents, parce que bien sûr, ce qui prime, c'est la sécurité. Effectivement, on peut être amené à être dérouté pour aller porter assistance à un concurrent. Moi, c'était mon cas en 2008, où j'ai participé au sauvetage de Jean Le Cam, donc qui avait chaviré juste avant le Cap Horn. Donc avec Vincent Rioux, on nous a donc appelé. Donc c'est la direction de course qui gère ça, c'est-à-dire que donc Jean Le Cam avait déclenché sa balise de détresse. Donc le signal a été reçu rapidement, et donc ils ont regardé sur la carte où était. Donc les premiers secours à venir, c'était nous.
Enfin, il y avait un énorme pétrolier, mais bon, lui, il ne pouvait pas faire grand-chose. Donc du coup, ils nous ont appelés et on a été donc demandé d'être sur place. Donc là, il n'y a pas de souci, on met entre parenthèses la course. Et là, à partir de ce moment-là, de toute façon, il y a dans la direction de course, il y a quelqu'un qui va positionner notre bateau au moment où on a été contacté et qui le repositionnera au moment où on est reparti en course, quand on a fini d'apporter assistance. Et puis il y a un chronomètre, et puis il y a les conditions. Donc en fait, après, ce qui s'est passé, c'est que on demande réparation, parce que c'est logique. Enfin, de toute façon, c'est la direction de course qui nous envoie, ben voilà, maintenant vous allez demander réparation, c'est la procédure obligatoire. Et donc là, on dit, bah voilà, effectivement, oui, j'ai porté assistance à partir de tel moment. Et donc après, il y a un jury qui se réunit et qui va estimer le temps où on a été lésé et qui sera rajouté à qui sera enlevé à notre temps de course final. Donc j'avais eu, je sais plus, je crois une vingtaine d'heures de moins, même si au final ça ne jouait pas grand-chose parce que à l'époque, le concurrent suivant est arrivé 5 jours après moi, donc ça ne changeait pas forcément le classement, mais ça peut arriver, effectivement, ça peut arriver et ça peut changer la course. Voilà. Merci. Alors, monsieur, vous voulez poser une question? Attendez. Alors donc pour tout ce qui est de l'eau, effectivement, j'en ai pas parlé. Donc on a un désalinisateur à bord, donc qui fonctionne à l'électricité. Donc ça consomme un petit peu, mais ça va. En fait, c'est un petit désalinisateur qui permet de fabriquer entre 3-4 litres en 1 heure à peu près de fonctionnement. Donc en gros, voilà, si on fait tourner 1 heure, 1 heure et demie par jour, on a largement ce qu'il faut pour s'alimenter, boire. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. On a pareil un système de secours manuel. Si jamais le système électrique tombe, c'est juste en fait, du coup faut pomper. Bon, alors c'est un peu plus long, mais on pourrait se faire fabriquer l'eau manuellement. Après, bien sûr, il n'y a pas de douche à bord, il n'y a pas de toilette. Donc l'eau sert pour se laver, l'eau qu'on fabrique. Donc bien sûr, c'est pas de l'eau chaude, mais on peut la faire chauffer un petit peu. On va pas se laver non plus tous les jours. Hein. On est en course. Voilà, c'est pas, on va pas s'habiller en costard cravate tous les jours. Donc voilà, donc on se lave. En fait, c'est de l'hygiène. Donc voilà, on a aussi d'autres systèmes. On amène des lingettes pour bébé pour se nettoyer. Enfin voilà, il y a des conditions, on peut pas se déshabiller parce que c'est compliqué, ça bouge beaucoup. Enfin, on pourrait se blesser, donc etc. Et puis voilà, donc pour les toilettes, on a utilisé un seau et voilà, donc voilà. Mais ça fonctionne bien. Ok. Si le micro peut descendre, on a une question donc au 3e rang. Voilà. Bonsoir. Moi, j'aurais voulu savoir quel support de navigation vous préfériez entre le trimaran et le monocoque et quelle différence vous relevez entre les deux. Alors, j'ai pas forcément une préférence, même si j'ai beaucoup navigué en monocoque, quasiment 80% depuis que je navigue, de mon temps, c'est en monocoque. Après le trimaran, j'en ai fait un petit peu en 2005 quand j'étais skipper donc à notre sponsor Foncia. C'est deux supports différents. C'est vrai que le multicoque, c'est des sensations plus fortes. On atteint des vitesses beaucoup plus rapidement, vitesses élevées. On navigue sur 3 coques. Donc souvent, il y a souvent bien sûr une déjà de coque qui est hors de l'eau, et puis il y a souvent celle du milieu qui peut être soulevée aussi. Donc on peut être amené à chavirer. C'est le risque en multicoque. Donc on l'a vu sur notamment ceux qui, je sais pas s'il y en a qui suivent la Transat Jacques Vabre, il y a eu un trimaran qui a chaviré, il y a eu un autre trimaran aussi qui avait chaviré dans la préparation d'avant. Voilà, donc c'est deux bateaux différents. Moi j'aime bien, je suis très content d'être sur un multicoque pour la prochaine Route du Rhum parce que notamment contrairement au Vendée Globe, la Route du Rhum c'est une course à multiclasse. Il y a des monocoques, des multicoques, des petits, des grands. Et la classe phare, ce qu'on appelle la classe majeure, la classe ultime, parce que c'est une classe où il n'y a pas de limite, c'est en trimaran. C'est ce qu'on a visé avec mon populaire. On
notre objectif, c'est d'arriver premier en temps réel à Pointe-à-Pitre l'année prochaine. Et donc pour ça, il fallait être en multicoque déjà. En monocoque, c'était pas possible. Donc du coup, voilà, on a fait ce choix-là. Et c'est vrai que depuis que je navigue sur ce bateau, on est très content. Maintenant, le prochain Vendée Globe et la préparation du Vendée Globe d'après, ce sera toujours en monocoque. Et c'est très bien, parce que voilà, c'est un bateau aussi que j'affectionne. Maintenant, il y a des choses qui évoluent très vite en ce moment. On a vu la dernière Coupe de l'América récemment avec ces bateaux qui volent. Bon, maintenant, ça reste encore sur des plans d'eau fermés avec peu de mer et un vent qui est limité pour naviguer. C'est-à-dire qu'au-dessus d'une certaine force de vent, ils arrêtent de naviguer parce que sinon c'est trop dangereux. Mais on voit de plus en plus qu'on va vers des bateaux qui arrivent à enlever du frottement, de la résistance, donc de voler avec des foils. Donc voilà, c'est peut-être le futur de la voile. En tout cas, ça donne envie d'aller naviguer sur ces bateaux-là. Maintenant, aujourd'hui, on ne sait pas le faire encore sur des tours du monde, sur les transatlantiques. Donc voilà, on suit ça de près en tout cas. Merci. Vous parliez de chavirer tout à l'heure. Sur la vidéo qu'on a vue ensemble, on a l'impression, enfin vous vous déplacez beaucoup sur le bateau, on a l'impression que vous n'êtes pas systématiquement attaché. C'était pour les images d'hélicoptère. Ouais, parce que là, qu'est-ce qui se passe si vous tombez à l'eau ? C'est pas terrible. Il faut pas tomber à l'eau. Non, en fait, pour le Vendée Globe, je m'attache quasiment tout le temps quand je vais à l'avant du bateau. La majorité des manœuvres se fait dans le cockpit, donc on est quand même protégé. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Voilà, c'est sûr que surtout en solitaire, déjà en équipage, il ne faut pas tomber, mais on peut toujours compter sur l'équipage. En solitaire, c'est compliqué quand on tombe à l'eau, surtout sur un Vendée Globe, sur un parcours qui est long. Alors on porte sur soi des moyens pour déclencher les secours. On a des balises individuelles SARSAT, donc c'est des balises qu'on peut déclencher, qui vont émettre un signal à satellite. Mais bon, voilà, ça veut dire que déjà il faut que le signal arrive, que les bateaux pas très loin puissent venir rapidement. Bon, voilà, ça donne, on va dire que ça augmente le pourcentage de chance d'être secouru, mais après ça dépend de l'état de la mer, des conditions météo, de la température surtout. Voilà, parce que si l'eau est à moins de 10 degrés, on ne va pas rester longtemps en vie. Par contre, si l'eau est chaude, là, c'est un peu plus facile. Alors après, voilà, on essaie de s'attacher quand même souvent, de faire attention aussi à ce qu'on fait. Je pense que ça, c'est essentiel. Et puis, c'est avec l'entraînement aussi, le fait de connaître son bateau, ses manœuvres, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas être non plus dans le rouge, justement, quand je parle de la fatigue, de la lucidité. Voilà, c'est essentiel. Après, ça arrive de temps en temps quand on se retrouve dans une situation, on se dit, oh là, je suis peut-être en train de faire n'importe quoi là, donc voilà, on met entre parenthèses la performance et puis on va souffler un peu, on va chercher le harnais, enfin voilà, s'il faut, etc. C'est-à-dire que si on tombe à l'eau, la possibilité de retourner sur le bateau est quasi nulle. La possibilité sur c'est quasi nul, ouais. Surtout ces bateaux-là, le problème c'est que le bateau, en général, il continue sous pilote. Alors on a des télécommandes. Si on a des télécommandes sur soi de pilote, ça va permettre au bateau de s'arrêter entre guillemets, mais enfin de ralentir, de se mettre face au vent, et puis il va quand même dériver. Alors déjà, même en très bon nageur, avec nous en fait, on a par exemple quelque chose qu'on a fait parce qu'on par exemple dans la préparation physique, on fait beaucoup de piscine. Donc un jour, on est allé avec notre entraîneur et puis avec le maître nageur, on a dit aujourd'hui on va nager en ciré et en botte. Donc on s'est tous sautés dans le bassin avec nos cirés et nos bottes et puis il a dit maintenant vous traversez le bassin, vous allez essayer, vous allez voir, c'est pas facile. Donc après on a enlevé les bottes, voilà, c'est un peu plus facile, on a enlevé le ciré, c'est sûr que c'est plus facile, mais bon, est-ce qu'il faut, est-ce que j'enlève peut-être les seuls moyens qui vont me permettre de garder un peu de température pour nager, ou est-ce que j'attends, voilà, donc voilà. En conclusion, il ne vaut mieux pas tomber. Voilà, il ne vaut mieux pas tomber. Après ça peut arriver de tomber quand on est, on arrive à secourir des gens quand on est en équipage. Il y a des gens qui tombent à l'eau tous les étés au bord de nos rivages, et ça arrive, on arrive à les secourir. Bon, des fois malheureusement il y a des accidents et je pense qu'il faut s'attacher dès que possible, surtout en solitaire. Après, quand on est en équipage, en croisière,
Il faut attacher les enfants. Voilà. Enfin, voilà, on change un peu de sujet, mais il faut attacher les enfants, en tout cas mettre des brassières, des gilets. Voilà. Je pense que ça, il y a déjà beaucoup d'accidents qui seront évités. Voilà. Ok. Alors d'autres questions? En haut, une question au milieu. Bonjour, vous avez parlé de l'importance de l'expérience que vous développez avec les autres marins, surtout pendant les entraînements. Vous avez perdu face à Michel, vous avez perdu face à François, il se retrouve sur Jacques Vabre. Est-ce qu'il n'y avait pas un défi à relever et est-ce que François ne prend pas de l'avance par rapport à vous pour le prochain Vendée Globe? Merci. Alors, bon, déjà, François ne sera pas sur le prochain Vendée Globe. C'est un peu dommage, mais il a annoncé qu'il allait construire un grand trimaran pour faire une campagne de record. Et donc il ne serait pas au départ du prochain Vendée Globe. Après, voilà, nous, notre programme, on l'avait défini avant de partir, avant le Vendée Globe, avec mon sponsor, Banque Populaire. On avait décidé de racheter le trimaran, de vendre celui-là, de vendre le monocoque, pardon. Et donc, bien sûr, de pouvoir être présent sur la Jacques Vabre en monocoque. Voilà, on aurait souhaité éventuellement le faire avec notre trimaran, mais on ne pouvait pas non plus parce que la limite de cette course, la course était limitée en taille de bateau. Il ne fallait pas faire plus de 70 pieds. Donc nous, il fait un peu plus de 100 pieds, donc c'était compliqué. Donc voilà, mais c'est vrai que le travail, alors c'est vrai qu'on fait, ça peut être pas, enfin c'est assez paradoxal, on fait de la course en solitaire et on travaille en équipe pour se préparer, enfin, avec d'autres marins. Mais comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est essentiel. On est tout seul dans son coin, on atteint un certain niveau de progression. Alors que là, justement, de pouvoir se comparer, d'essayer des choses. Alors c'est vrai qu'à un moment, il faut savoir donner un peu de soi, être un peu ouvert à la discussion. Je pense que c'est un état d'esprit, c'est un groupe. Ça marche dans les deux sens. Si on voit que l'un de nous vient que pour chercher des choses, ça va pas marcher. Enfin, il va vite se faire. On va lui expliquer. Voilà, gentiment, mais il faut que ça échange dans les deux sens. Après, il y a certaines choses qui sont, bien sûr, qu'on va pas développer, qu'on va pas dire, qu'on va cacher, parce que chacun a ses petits secrets, etc. Mais on sait que avec le groupe, on va vite progresser. Voilà. On sait qu'on a souvent des timings assez serrés de préparation, parce que souvent il faut trouver des sponsors au départ, il faut construire des bateaux, acheter des bateaux. Donc déjà, on arrive dans un timing un peu serré pour se préparer, naviguer. Donc si en plus on arrive à s'entraîner ensemble, on sera plus performant. Voilà. Après, c'est pas obligatoire. Hein. D'autres questions? On a des questions devant. Voilà. Non, le micro arrive. Voilà. Oui, Armel, alors moi je te souhaite une très longue carrière. J'imagine, un jour tu te reconvertis, tu prends une boîte, tu prends une entreprise. Fort de ton expérience, ce serait quoi vraiment les 3 clés, quoi, en tant que dirigeant d'équipe, etc., qui guideraient ta façon de piloter une boîte Les 3 clés, je pense que il y a l'organisation déjà qui est importante, c'est-à-dire que qui fait quoi dans l'équipe, qui est responsable de quoi et comment on communique. Déjà ça c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des choses qui soient bloquées, qui soient pas dites parce qu'on l'a pas prévu ou parce qu'on ne veut pas se le dire parce qu'on a peur justement parce qu'il y a peut-être des étages dans l'entreprise qui font qu'à un moment on n'ose pas aller voir son supérieur, etc. Donc je pense que ça c'est important. Nous c'est ce qu'on fait, on essaie de faire en tout cas notre équipe. C'est-à-dire que moi je vais passer du temps avec celui qui va faire la strat sur le bateau parce que je sais que et lui aussi va venir me voir, il va me dire tiens je vois comme ça les choses, qu'est-ce que tu en penses et moi je vais l'écouter parce que je suis pas à sa place, je sais pas faire ce qu'il fait et puis lui non plus il m'a dit moi je vais pas faire le Vendée Globe, j'ai pas envie de le faire mais par contre je sais qu'il va très bien me faire une dérive, va me faire une belle carène, etc. Donc voilà, je pense que ça c'est important. On travaille aussi beaucoup nous en la préparation, mais aussi l'après, quand on fait des choses, on se fixe des objectifs, on réalise des courses avec plus ou moins de succès. Mais ce qui est important, c'est le débriefing. Je pense moi, le ressenti que j'ai depuis que ça fait 13 ans que je fais ce métier, j'ai beaucoup plus appris dans les défaites, dans les moments difficiles, les échecs, que finalement dans les victoires.
Parce que bon, quand les victoires, finalement, c'est que tout s'est bien passé avant, on a bien travaillé. Alors que dans les échecs, finalement, on va dire, ah oui, tiens, là, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi j'ai fait ça? Et finalement, la fois d'après, si on a fait ça, à sa manière, je pense qu'on sera plus performant. Voilà. Donc après, voilà, quoi dire d'autre? Moi, j'ai eu cette double casquette sur mon projet avec Briter, où j'étais à la fois gérant d'entreprise et sportif. Je pense qu'une de mes erreurs, c'était la gestion sociale. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, la communication, parce que moi, je n'étais pas forcément à l'aise. À un moment, je pense qu'il est important d'avoir, comme je disais, il y a un responsable, il y a un chef qui doit aussi pas forcément toujours avoir un côté amical ou sympathique avec tous ses salariés ou son équipe. Mais je pense que ça, c'est une relation... s'il y a une relation, on va dire, entre un responsable et les gens qui sont en dessous, et qui se passe bien, qui est construite, je pense que c'est essentiel. Voilà. Il y a comment dire, de la confiance qui est mise en place, il y a un certain respect aussi des choses, et ça fonctionne dans les deux sens. Voilà. Si au-dessus, déjà, c'est un peu fébrile, voilà, c'est sûr que ça ne va pas marcher, quoi. Donc, je pense que la personne qui est responsable, il doit être... voilà, doit aussi savoir mener les gens, leur expliquer les choses, savoir de temps en temps savoir dire les choses aussi, sans être non plus trop dur, mais voilà, voilà. Je pense que ça, c'était quelque chose que j'ai appris, voilà, parce que c'était pas forcément ma formation au départ, mais bon, voilà. Alors on avait une question aussi par là, si le micro pouvait descendre. Voilà, monsieur qui lève le bras. Le micro arrive, merci. Bonsoir Arman. Moi j'ai deux questions. La première, est-ce que tu as peur de temps en temps en mer? Et la deuxième, c'est est-ce que tu participes au Figaro au mois de juin? Alors, est-ce que j'ai peur? On nous pose effectivement souvent cette question. Non, j'ai pas peur en mer. Ça m'est déjà arrivé d'avoir peur. Pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé sur le Vendée Globe précédent, justement au moment du sauvetage de Jean Le Cam. Parce que quand on est arrivé sur place, on ne savait pas s'il était toujours en vie, etc., et si on allait secourir. J'ai aussi eu peur sur un chavirage en trimaran. On a parlé de chavirage tout à l'heure. Quand j'étais en double dans le golfe de Gascogne, de nuit, voilà, mon équipier était... j'ai pas vu tout de suite sortir de l'eau, donc je ne sais pas s'il était encore là. Finalement, ça s'est plutôt bien fini. Après, on va dire qu'en course, non, j'ai pas peur. Il y a du stress. Il y a un stress permanent du moment où on part jusqu'à l'arrivée. Parce qu'on est à l'écoute du bateau tout le temps. On est toujours sur la performance. Voilà, il y a toujours... voilà, on est quelque part, on est programmé, quoi. Voilà, c'est moindre bruit suspect, la moindre, on a des cadrans un peu partout. On voit si le bateau avance, s'il y a des problèmes, on sait si le vent va forcir. Voilà, on va se mettre en condition, on va préparer le bateau pour ça. Donc voilà, mais c'est du stress positif. Je pense que ça c'est important pour faire avancer les choses. Je pense que si on commence à avoir peur, paniquer, faut faire autre chose. Enfin, moi je ferai autre chose. Donc voilà, puis après pour le Figaro, non, l'année prochaine je ne ferai pas le Figaro parce qu'en fait avec les programmes de record, alors le record c'est un peu différent bien sûr des courses, c'est qu'on n'a pas de date de départ fixée, et c'est vrai que comme je disais tout à l'heure avec notamment le record de New York Brest, donc Atlantique Nord, la fenêtre météo elle est au mois de mai, juin, parce qu'avant on peut pas parce qu'il y a les glaces au niveau de Terre-Neuve, donc pour passer c'est un peu compliqué, donc il faut attendre que ça fonde un petit peu, et du coup on sera au moment de la course du Figaro, voilà. Mais je reviendrai un jour. Et le trophée Jules Verne? Alors le trophée Jules Verne, au jour d'aujourd'hui notre bateau n'est pas fait pour ça, le trimaran, parce c'est un bateau qui a été adapté au solitaire, donc avec on a un peu, c'est l'ancien skipper donc qui avait enlevé un peu de puissance. Au jour d'aujourd'hui le bateau qui détient le trophée Jules Verne c'est Banque Populaire 5 qui a changé de propriétaire aussi. Je pense que c'est aujourd'hui le seul bateau qui peut battre le record. Donc c'est pas du tout au programme. On a déjà, et j'ai la chance d'avoir un programme sur 4 ans
avec Banque Populaire. Donc il y aura un tour du monde en 2016, 2017. Donc on va déjà travailler là-dessus, puis on verra pour la suite. Merci. Une dernière question? Ah, voilà, un petit peu plus haut. Bonsoir, félicitations déjà pour votre carrière. Je voulais savoir si vous pensiez qu'il était nécessaire d'être ingénieur pour être un bon skipper. On m'a posé la question il y a 15 jours à Nantes aussi. J'étais à une conférence pour l'association Regard Croisé. C'est vrai que sur le dernier Vendée Globe, on a beaucoup parlé de du parallèle avec François, où on a tous les deux fait une école d'ingénieur. En plus, c'était la même, l'INSA. Je pense que c'est pas du tout nécessaire, essentiel. Je pense que ça aide, oui, c'est sûr que ça nous a aidé. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, le fait d'être amené à être de toucher un petit peu à tout, et justement beaucoup de technologie, beaucoup de techniques, beaucoup de réunions. En ce moment, on travaille, là, comme je disais tout à l'heure, sur la construction de nouveaux bateaux. C'est sûr que quand on va aux réunions des architectes, avec il y a 10 ingénieurs autour de la table et qui parlent que de chiffres et d'études et de recherche, bon, si on ne s'y connaît pas trop, ça va être compliqué. Au bout d'un quart d'heure, je pense qu'on zappe un peu tout ça. Bon, après, c'est pas non plus essentiel. Je pense qu'on peut, il y a différents... on a cette chance justement dans ce sport d'avoir différentes approches, différents profils. On a des marins qui viennent d'autres milieux, d'autres cursus, et donc et ça marche très bien aussi. Donc on a des techniciens, on a des gens qui sont spécialisés, enfin en tout cas une formation scientifique, pardon, des gens qui ont fait autre chose. Et je pense que ce qu'il faut, c'est la passion déjà, la mer, de l'envie. Naviguer, aujourd'hui on a de plus en plus une filière qui vient de l'olympisme notamment, donc des gens qui font de l'olympisme, beaucoup de dériveurs et qui arrivent justement sur des plus gros bateaux. On le voit notamment sur la coupe de l'América. Ce sont des marins qui ont, enfin des jeunes skippers, des jeunes barreurs, des jeunes équipiers qui ont fait déjà beaucoup d'entraînement et beaucoup de compétitions à très haut niveau sur les Jeux Olympiques, sur des petits bateaux, et qui sont justement recherchés pour leur talent, pour leur toucher de barre, etc. Donc voilà, après c'est vrai que sur le Vendée Globe, il y a une autre dimension, mais voilà, je pense que Michel Desjoyaux n'était pas ingénieur, bon, c'est quelqu'un qui est passionné par la technique, par la technologie. Pourtant c'était pas, il le dit lui-même, un brillant étudiant, mais par contre c'était quelqu'un qui était passionné par ça, qui passe du temps, qui passe beaucoup de temps sur la technologie. Il y a des marins qui aiment pas ça, qui aiment naviguer, qui aiment s'entraîner, qui aiment faire du sport, et que ça marche très bien aussi. Donc voilà, je pense que ça reste encore quand même très ouvert. Armel Lecléache, merci et bon vent. Merci.